Donc le sujet de cette conférence est le récentisme. Le récentisme, c'est quelque chose de très controversé, de très récent aussi, de très, c'est un sujet dont très peu de gens parlent. Je crois qu'il n'y a pas eu grand monde en France quasi personne. Voilà, qui organise des conférences dans ce style. Et c'est une remise en cause de la chronologie des événements, de l'histoire. Tout le monde sait que l'histoire est écrite par le vainqueur. Ça, c'est une banalité. Sauf que personne n'a remis en cause l'histoire écrite par le vainqueur. Tout le monde l'apprend par cœur à l'école, dans les universités. Et le mensonge, les mensonges se perdurent. Et à partir du moment où on grandit de la plus petite enfance jusqu'à l'âge adulte et on fait une carrière entière sur des mensonges, ça devient un paradigme. Et après, on ne peut plus s'en séparer. Là, c'est une vérité absolue, totale. C'est dogmatique. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je remercie Pierre Dortiguier d'être venu nous faire cette petite conférence. Je lui laisse la parole. Et ensuite, après, nul doute que vous aurez des questions à poser, parce que c'est quand même troublant. Mais ça permet le débat. Voilà. Sur Internet, il y a eu plein de questions. Lorsqu'on a annoncé sur le site de R, on a annoncé la conférence, il y avait plein de questions, on est là, on va discuter, on va en parler, chacun amène ses arguments, et ma foi, on va essayer d'élever un peu le débat, de parler de choses intéressantes. Merci pour votre attention, et à toi Pierre. Oui, écoutez, je vous remercie beaucoup, comme public marseillais, de venir assister à cette conférence, qui n'est peut-être pas la première conférence, mais disons, qui est sur un sujet peu connu en France, et qui est cultivé, disons, surtout en Angleterre, depuis longtemps, en Russie, bien sûr, puisqu'il y a une nouvelle école, qui est celle du mathématicien, donc Fomenko et de sa femme, qui lui-même s'occupe d'histoire depuis 1973. Fomenko est qui a donné son nom à la nouvelle école. Hein. Disons, est connu comme physicien, surtout, mathématicien et physicien. Il a écrit, vous savez, je l'ai dit dans un article, sur le problème de Plateau, c'est-à-dire il a apporté sa contribution, disons, à une question difficile de calcul des surfaces. Et depuis son enfance, son adolescence, et dans ses années d'étudiant, il a suivi une tradition russe, parce que la tradition de l'école aujourd'hui, qu'on appelle récentiste, affecte beaucoup les Russes, car ils voient à travers elle une certaine façon de contredire la chronologie occidentale, qui est essentiellement une chronologie fixée sous le catholicisme, en 1582, comme vous le savez, puisque la fixation que vous avez l'habitude, nous sommes ici donc en 2012, et c'est 2012 relativement à la naissance du Christ, la naissance de l'an nul, l'an 0. Mais cette conception de l'an 0 est une conception toute récente, une conception qui ne date que du XVIe siècle. Autrefois, c'est-à-dire, on peut supposer que, et on le vérifie dans les chartes, qu'elles soient authentiques ou non, qu'elles soient réelles ou imitées, on dit toujours qu'on vit à l'époque de tel roi, à l'époque de tel, dans le règne de un tel, voyez-vous. Cette notion à laquelle nous sommes habitués, de temps après Jésus-Christ, est une notion récente. Une notion artificielle, disons, c'est-à-dire que c'est une décision du pape, vous le savez ceci, du pape donc Grégoire XIII, qui trouvait que il y avait à peu près 9 jours, à peu près un certain nombre de jours, plus de 9 jours, d'écart entre, disons, la fête de Pâques, où elle devait tomber, et la date qui était celle du calendrier. C'était donc un réajustement. Et pour réajuster, donc disons, cette date, il a pris le calendrier qui était à l'époque le calendrier julien. On le dit julien, dit-on, moi ce n'est pas mon avis, mais enfin, je vous expliquerai si j'ai le temps, julien parce qu'on l'attribue à Jules César. Et ensuite, un calendrier qui aurait été rectifié par Auguste, et qui aurait remplacé à Rome la manière de désigner les années
en fonction de la naissance de Rome. C'est-à-dire que vous savez que dans ce calendrier, Rome serait 750 avant Jésus-Christ. Alors à partir de César, c'est entre 100 et 46. À supposer que César ait existé, ce qui est nié, je vous dis tout de suite, par une bonne partie de l'école récentiste russe. Mais ce calendrier julien est à un certain écart, qui est de 365 jours, bien sûr. 365 jours, disons, 2500. Est en léger écart avec le calendrier naturel, qui est de 365 jours, je crois, 22 ou 24, 20. Voilà. Il y a donc une certaine distance. Et cette distance, en croissant, évidemment, est censée aboutir à ce nombre d'années, voyez-vous, qui fait que disons, les dates liturgiques ne répondaient plus, bien sûr, à la réalité, disons, de la saison liturgique. Voilà. Et si l'on fait c'est nommé Scaligère, il y avait 2 Scaligères, il s'appelle pas Scaligère, mais enfin c'est un faux nom, d'un Italien qui est mort à Agen, le premier, mais c'est son fils qui a fait, on appelle un traité, qui s'appelle sur la réforme du temps, le De Emendatione Temporum, qui a lui-même décidé, avec une bulle pontificale, de rayer un certain nombre de jours, de mois dans l'année, et de commencer en 1583, donc comme 1583 après Jésus-Christ. Voyez-vous ? C'est-à-dire que la première date que nous connaissons, dans le calendrier dont nous usons, c'est cette date de 1583. Je vous dis, par exemple, il ne croyait pas qu'il existait une date de, je ne sais pas moi, 1500, nous sommes en 1500, nous sommes en 1300, nous sommes en 1400, voyez-vous. Ceci, on le sait, mais on ne réfléchit pas assez aux conséquences. Mais si on fait le calcul de la différence entre le calendrier naturel et le calendrier julien, on s'aperçoit qu'on arrive à un certain nombre de différences, et si on veut remonter les années, si on voudrait par exemple à partir de cela arriver à l'an 1, c'est-à-dire faire que nous retrouvions le calendrier naturel, à ce moment-là, nous n'aboutissons pas à, si nous arrivons à Jules César, c'est-à-dire si on arrive à l'année 46, 46 c'est à peu près 44 je crois à peu près, la date de la création du calendrier julien, on s'aperçoit que ce n'est pas 9 ans simplement qu'il faut, mais 13 ans. Donc, on est obligé de dire que l'année 1 de Jésus-Christ, il ne faut pas la mettre en l'an 0, il faut la mettre à peu près en l'an, mettons, 300, je crois que c'est 374, 375. Et c'est là qu'il y a un mystère. C'est qu'en 374, 375, il y a un Julien. Mais ce n'est pas Jules César, c'est l'empereur Julien. Voyez-vous ? Bien. À partir de là, que ce soit en Russie, Morozov et d'autres chercheurs indépendants, au XIXe siècle, on dit, mais alors, s'il y a 3-4 siècles qui sont vides, c'est qu'ils ont été remplis. Ils ont été remplis, naturellement, par quelque chose d'artificiel. Alors là-dessus, on dit, c'est ce que vous diriez, mais enfin, nous avons des documents. Et c'est là que la conférence peut commencer. C'est que, justement, même si on n'est pas un récentiste, c'est-à-dire si on ne dit pas que l'histoire est seulement récente, que le reste de l'Antiquité, par exemple, est flou, qu'on ne connaît les événements réellement qu'à partir du Xe siècle, ou du XIVe siècle, ou du XIIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fin du Moyen-Âge. Même si on ne dit pas cela, on est obligé quand même, non pas d'admettre, mais de faire l'hypothèse d'un remplissage de l'histoire et surtout de l'existence de ce qu'on appelle les temps fantômes. C'est-à-dire qu'on aurait rempli des temps, voyez-vous, pour pouvoir, disons, asseoir la vraisemblance de certains événements contemporains. C'est-à-dire que, de même qu'un propriétaire s'invente des titres de propriété, eh bien, nous aurions inventé des archives. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pensable? Est-ce qu'un type de l'école des Chartes va vous dire nos archives sont douteuses? Oui, on peut le dire. Dans un congrès récent, par exemple, un Allemand a dit, c'était pour un congrès récent pour ce qu'on appelle les Monumenta Historiae Germaniae, les monuments de l'histoire de la Germanie, de l'Allemagne,
je crois que c'est 4 ou 5 ans de cela, quelqu'un a dit, écoutez, nous avons 80 000 documents en Allemagne, ce sont des faux. C'est-à-dire, ce sont de faux titres de propriété, ce sont de fausses garanties, ce sont de fausses déclarations. Bien. 80 000, c'est beaucoup. Je ne dis pas, ce n'est pas un historien récentiste, je dis c'est un homme de ces monumenta. Bien sûr, ça ne suffit pas, ça crée un trouble. Au XVIIe siècle, nous avons eu, si vous connaissez Paris, je m'excuse de parler un peu comme à mes élèves, mais Paris, bon, vous avez le métro Mabillon, vous avez donc le fameux Mabillon, qui est un bénédictin, et qui a écrit un De Re Diplomatica, c'est-à-dire une diplomatique, qui concerne toutes les chartes de Saint-Denis, de l'abbaye de Saint-Denis. Nous avions à l'abbaye de Saint-Denis un anonyme qui a recensé au IXe siècle, c'est-à-dire d'après la chronologie de la Renaissance, qui a recensé à peu près un nombre de 25 chartes. Nous avons quelques années après quelqu'un d'autre qui en recense 50 de plus, que le premier n'avait pas recensé, et qui était censé être de la même époque. Et nous arrivons ensuite, au XVIIIe siècle avec le père Mabillon, au double de 50. Alors on peut se demander, c'est ce que s'est demandé un jésuite qui était le père Germont, est-ce que ceci n'est pas des faux? Comment se fait-il que les chartes se multiplient? En réalité, quand même, à moins, disons, d'avoir un désordre dans l'abbaye de Saint-Denis, il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas quand même voir pousser des chartes, voyez-vous, comme on voit pousser les saisons, comme on voit pousser des graines aux saisons. Alors, ça a été donc, le XVIIe siècle a fait une très grande, dans le clergé, une très grande critique de la validité des documents. J'ai moi-même eu l'occasion, par exemple, à Poitiers, de lire un de ceux qu'on met à l'origine du récentisme, c'est-à-dire le père Ardouin, qui est un jésuite, qui était de Quimper, ou qui a été quand même celui qui a fait l'histoire des conciles, des conciles de l'Église catholique. Et je me souviens avoir lu en latin directement, je me souviens encore tellement j'étais étonné, c'était il y a 2 ans. Nous n'avons nullum documentum, aucun document sur les Mérovingiens. Je me dis, c'est pas possible, tu vois mal le latin. Nullum documentum. On ne possède rien. Bon. Alors, si je le dis à mes amis chartistes, ils vont me dire, mais si on possède, mais quand même des spécialistes, je pense qu'ils le diront, mais des spécialistes comme lui disaient, nous n'avons rien. Et que ce soit les rois de la première race, on appelle ceci les rois de la première race, donc les autour de Clovis, etc., mérovingiens, que ce soit jusqu'à la 3e race avec Saint-Louis, nous estimons que, on dit souvent, ah, ce n'est qu'à partir de Saint-Louis qu'on peut trouver des documents viables, fiables. Mais qu'est-ce que c'est qu'un document fiable? Le père Mabillon répond, c'est un document canalaire. C'est-à-dire, l'écriture paraît convenable, le français paraît convenable, eh bien c'est un document convenable. Sauf que les critiques, et les jésuites en premier, il y avait une critique, une concurrence entre les bénédictins, dont était Mabillon, et les jésuites. Les jésuites répondent, écoutez, ce n'est pas avec des critères subjectifs qu'on va dire la validité d'un document. C'est-à-dire que sur la monarchie française, par exemple, quand on vous dit nos rois qui ont fait la France, la France, elle existe, mais nos rois, on les cherche, si vous voulez. Voyez-vous? Alors vous allez me dire, mais en Allemagne, nous avons des équivalences, ces équivalences ont été contestées. Je parle donc de contestation de validité de documents, c'est-à-dire que des zones que l'on croyait connues ne sont pas connues, ou elles sont, disons, obscures. Évidemment, celui qui a été le premier parmi tous les récentistes actuellement, surtout en Allemagne, vous avez plusieurs écoles qui d'ailleurs sont souvent pas opposées, mais sont très différentes les unes des autres. Il semble que Charlemagne soit sacrifié. C'est-à-dire qu'on dit que Charlemagne, et c'est là une notion que je voudrais vous dire, est le reflet du règne de Othon le Grand. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'Othon le Grand se serait inventé un prédécesseur. Voyez-vous? Alors, tout ceci fait que nous pouvons le dire, parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle de documents décisifs. Au XVIIe siècle, il est arrivé, je vous ai parlé du père Ardouin, ce jésuite a donc, sur l'ordre de Louis XIV, recensé tous les conciles, depuis le concile de Nicée, au IIIe siècle, donc jusqu'au concile de Constance, et le concile de Trente. Vous savez, le concile de Trente, c'est lui qui fixe, disons, le dogme de l'Église, la messe de l'Église, dans la mesure où il y a encore une messe, c'est la messe du concile de Trente. Bon.
Le père Ardouin a fait que répéter jusqu'à la fin de sa vie plusieurs choses. La première qui est déjà étonnante, mais les autres le sont encore plus. Il a dit, le seul concile dont on soit sûr, c'est le concile de Trente. Tous les autres sont l'œuvre de bénédictins. Il liait même, et attention, c'était quand même le bibliothécaire de Louis le Grand, quand même, c'était pas n'importe qui. Il n'a jamais été condamné pour cela, il n'a jamais été excommunié ni rien, car contrairement à ce que l'on croit, l'excommunication, elle est plutôt laïque que religieuse. Ouais. Parce qu'il faut des règles pour condamner, pour exclure quelqu'un, du point de vue religieux. Et il a ajouté que on avait fabriqué des conciles pour pouvoir justifier des hérésies. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il donnait l'exemple de Saint-Augustin, que Saint-Augustin, vous savez, le père de l'église d'Hippone, tout ça, de l'église catholique, l'évêque donc du nord de l'Afrique, était écrit, d'après lui, au XIVe siècle. Bon. Alors, on l'a laissé. Bon. On a dit, ça, c'est Voltaire dit, c'est le système de gens qui ont l'esprit trop critique. C'est le système d'Ardouin. Mais d'autres auteurs au XVIIe siècle, parmi les gallicans, c'est-à-dire la section de l'Église qui était éloignée de Rome. L'un d'eux a dit, c'est un homme de Lan, je crois que c'est Langeois, a même mis en cause la paternité de saint Thomas d'Aquin pour la somme théologique. Bien. Il n'a pas été excommunié ni rien, bon, ça c'était un fait. Donc vous avez quelquefois eu, disons, des proclamations de gens savants qui ont mis en doute, disons, des œuvres, des temps, ou, disons, des institutions. Parce que quand même, pour l'Église catholique, voyez, vous aviez cette somme des conciles est énorme. Il a été récompensé par Louis XIV, d'ailleurs, pour l'avoir fait. La somme, c'est-à-dire l'histoire complète. Mais il a été critiqué parce qu'il y avait tellement de notes critiques sur chacun des documents qu'il donnait, que chacun doutait de la réalité du document, si vous voulez. Vous avez dans l'Ardouin, vous avez 1 page et 3 pages de critique. Hein. Et en plus, il est allé plus loin. Il a dit une partie de l'Antiquité qu'on nous donne comme présente, et ça, là-dessus, c'est mon point fort. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est là-dessus que je veux insister ce soir. Beaucoup de gens que l'on dit être de l'Antiquité n'ont pas produit ces œuvres, d'abord les œuvres qu'on leur accorde. Il disait par exemple que dans Horace, dans Virgile, l'Énéide était fausse parce qu'elle contredisait ce que disaient les géorgiques. Il le démontrait par la stylistique. Il disait même les fautes de latin qu'il y avait dans l'Énéide de Virgile, disant que c'était des fautes de professeurs, si vous voulez. Voyez, il ne laissait intact que Cicéron, et il mettait en cause également, comment on appelle, les tragiques grecs, qu'il disait être de la Renaissance. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire que c'est une chose qui me paraît d'autant plus extraordinaire que je ne pensais que c'était au départ une fantaisie d'Ardouin. Voyez-vous ? Mais il se trouve, je dis ici pour vous éclairer, que à Bâle, en 1902, vous avez un érudit qui était professeur donc, à l'université, philologue, Robert Baldhauf, qui a écrit Histoire et critique, et qui dit que tous les auteurs de l'âge classique, vous avez appris, vous savez, l'âge d'Auguste, que ce soit Ovide, que ce soit Horace, que ce soit Virgile, etc., sont, par leur style, par leur rythme, je ne dis pas la rime, par leur rythme, par leur style, du même âge que la poésie des troubadours. Et donc, il s'agit d'une création de la Renaissance. Voyez ? C'est ça, justement, la thèse. Alors, évidemment, vous me direz, c'est difficile à faire admettre en France. Évidemment, déjà que les études latines ne sont pas très fortes. Évidemment, si vous dites, ça fait faire du... Mais dans les pays qui ont été plus latinisés, et moi-même qui ai mon certificat de latin, enfin, j'ai mon premier certificat de la Sorbonne, je reconnais qu'il y a une, comment vous dire, une élégance dans l'écriture latine de cette époque, qui est une élégance suspecte. Bon, c'est un jugement personnel. Mais le jugement de Baldhauf est allé plus loin. Il a dit, je suis allé au monastère de Saint-Gallen, en Suisse, et là, j'ai pu découvrir que
que vous savez que la plupart des manuscrits qu'on a de Cicéron, de Virgile, d'Ovide, etc., viennent du monastère de Zangalen. Bien. Et en Suisse. Et donc, est-ce que ça ne serait pas, comme disait le père Ardouin, l'œuvre, disons, de gens qui ont voulu, finalement, forger une antiquité? Alors à ce moment-là, on se récrie, on dit, mais on a les monuments. Ouais. Ah, les monuments, c'est quand même quelque chose. Les monuments sont visibles. Et c'est là que les historiens sont revenus à la charge, et on dit, beaucoup d'historiens récentistes, de l'époque déjà de Baldauf, avant le mouvement actuel, on dit, c'est un Français qui le premier a dit, mais les statues d'Aurélien que vous voyez, le Marc Aurèle cavalier, que l'on dit avoir été trouvé dans une rue de Rome par des gens qui piochaient, voyez, les statues d'Auguste que vous voyez, qui sont sur tous vos manuels, voyez-vous, non seulement elles datent de cette époque, mais elles ont été faites en production industrielle. La grande victime de cette chose-là a été en particulier la guerre des Gaules de César. Et c'est ça pour moi qui m'a convaincu qu'il y avait quand même quelque chose, car j'ai fait la guerre des Gaules de César quand j'étais en 4e. C'est vrai que ça me semblait un latin scolaire. C'est pas naturel, si vous voulez. C'était fait avec trop de régularité. Bon, évidemment, ce sont des sentiments que vous ne pouvez pas exprimer, des sentiments qu'on peut éprouver, mais qu'on ne peut pas conceptualiser. Et avec lui, évidemment, on tombe. Si on fait tomber César, on fait tomber effectivement l'histoire des Gaules. Évidemment. Vous faites tomber l'histoire de Vercingétorix. Mais ça, je peux vous dire que Vercingétorix, il est tombé avant César. Parce qu'on ne retrouve la bataille d'Alésia est complètement est sans nom, et sans lieu. On se dispute pour savoir si c'est entre le Jura ou entre la Bourgogne. C'est un point. Et on a dit, ce que Plutarque a écrit dans la vie de Vercingétorix est en fait un écrit récent. C'est-à-dire qu'on a reconstitué, si j'ai pu dire, une histoire des Gaules, voyez-vous, pour pouvoir justifier le pouvoir français. C'est-à-dire l'idée que je défends, c'est pas l'idée que je défends, c'est pas que je veuille absolument détruire l'histoire des Gaules, mon Dieu, la guerre des Gaules, mais qu'il y a la possibilité. C'est ce que dit Orwell. Il dit, quelqu'un qui veut contrôler le présent doit contrôler le passé. C'est fort possible qu'à un moment donné, vous ayez, disons, une industrie qui efface le passé, parce que la meilleure manière d'effacer le passé, c'est de le reconstituer. Alors vous allez me dire, mais quand même, vous êtes philosophe, vous avez bien des gens comme Platon et Aristote. C'est là, effectivement, que la réponse est encore plus forte. Je me souviens très bien avoir lu autrefois, c'était chez les Jésuites, à Toulouse, dans une bibliothèque qui n'existe plus, qui a été vendue, tout ça, qui partit en Amérique, que, comment on appelle ça, l'école de Florence, Marcille Ficin, de l'école de Florence, par exemple, commentait extrêmement bien, ligne à ligne, tout Platon, d'un commentaire que je n'ai jamais vu de ma vie, même parmi mes professeurs, je n'ai jamais vu une telle précision, disant que tel personnage, tel nom de personnage avait tel symbole, etc. C'était vraiment, écoutez, inimaginable. J'ai pris des photocopies, mais vous voyez, je les regarde encore avec... Eh bien, on dit que ce Platon est le Pléton du XIVe siècle. Alors, évidemment, ça paraît absurde, sauf à nous en philosophie. Parce que les connaissances scientifiques de ce Pléton en question, ou de ce Platon, sont bien plus fortes, sont réellement des connaissances modernes. Vous avez des connaissances atomiques, des connaissances sur la probabilité, des connaissances sur le cours des astres, avec les dérivations des astres. Alors, évidemment, on dit, ce que vous dites n'est pas prouvé. Ben, on dit, bon, d'accord, apportez la contre-preuve. C'est-à-dire, c'est la question de l'hypothèse. Vous pouvez faire une hypothèse. Ben, à ce moment-là, j'attends qu'il y ait une contre-hypothèse. Et on aurait, bien sûr, à ce moment-là, confondu le nom de Plotin et de Pléton. Ce nom de Pléton, vous savez, du XIVe siècle, c'est lui qui a été, avec les cardinaux, etc., à l'origine de l'école de Florence, qu'on appelle l'école néoplatonicienne, et cette école néoplatonicienne de Florence, au XIVe, XVe siècle, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle la Renaissance italienne. C'est ce qui fait que dans les peintures italiennes, vous avez justement l'illustration des thèses de Platon, évidemment. Vous avez l'illustration sur l'âme, les différentes fractions de l'âme, etc., etc. Et alors, ce qui est quand même détonnant, surtout pour des croyants, c'est qu'on vous dit, mais ça, c'est pas possible. À l'époque, c'était du polythéisme sous Platon. Mais non, Platon ne parle toujours que d'un Dieu unique. C'est-à-dire, Platon parle, c'est ce que dit Pascal. D'ailleurs, Platon, le fameux Pascal de chez nous, Pascal d'Auvergne, il n'y a pas qu'Hollande quand même, il y a Pascal en Auvergne, qui dit Platon pour préparer au christianisme. Mais oui.
Est-ce que Platon est en relation avec le christianisme? Alors évidemment, vous allez me dire, ici, ça intéresse peu de gens, parce que déjà le christianisme n'intéresse pas grand monde. Bon, Platon, on ne sait pas où c'est, il ne vote pas. Bon, enfin, je veux dire que c'est un réactionnaire. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas quand même une fantaisie de français. Ceci a porté sur la religion catholique. Et en Angleterre, vous avez eu un nommé Johnson, c'est en 1894, qui a écrit quelque chose sur the recency, donc je ne sais pas, on peut dire le caractère récent, je ne sais pas si on peut dire en français, qu'il y a un mot pour dire recency, le caractère récent des épîtres de Saint Paul. C'est the recency of Paulus writings. Et alors là-dedans, il montre que Saint Paul, les épîtres de Saint Paul, sur lesquels on a beaucoup glosé en disant est-ce que tout appartient à Saint Paul, etc. Bien, les réponses de Tite. Il démontre, du moins le croit-il, que nous avons affaire à, comme le christianisme lui-même, ou le christianisme du moins que nous connaissons, le christianisme que nous connaissons, à un phénomène relativement récent. Il va même, je me rappelle très bien ce chapitre, dire qu'il y a une influence, on peut voir même des traces de la réforme commençante dans les discussions sur les sectaires de Saint Paul. Alors ceci, bien sûr, est allé, vous avez chacun, il ne faut pas croire qu'il y a une école unique. Chacun le voit, disons, voit comme on dit qu'on voit midi à sa fenêtre, chacun voit le récentisme à sa fenêtre. En France, disons, pour revenir à la culture française, c'est Voltaire, le premier, qui, dans les lettres anglaises, avait cité Newton. Parce que Newton, vous savez, avait appliqué à l'histoire grecque ses connaissances astronomiques pour dire qu'il était impossible de fixer, par exemple, telle expédition, en 1400 avant Jésus-Christ, l'expédition des Argonautes, par exemple, on disait qu'il y avait 1400 ans de différence, etc. Enfin, que cela, et puis 1400 avant Jésus-Christ, que l'expédition du Péloponnèse, c'était au contraire dans les 700. En fait, il a démontré, c'est le premier résultat de Newton, qu'il fallait passer de 1400 à 900 avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même 5 siècles, voyez-vous. Et Voltaire dit, tout se fait plus tard qu'on ne le pense. Et il dit, si cette thèse est vraie, évidemment, il serait intéressant de l'appliquer à la chronologie du monde. Mais ça a été fait parce que nous avons déjà une chronologie du monde en même temps que le calendrier de retour à Jésus-Christ. Je m'explique. Quand Scaligère, ce moine en question, a fait, c'est pas moi, enfin le fils de cette religieux en question, a fait le compte du temps. Il a appliqué le compte temporel aux civilisations égyptiennes, perses, etc., en l'ouvrant. Et les jésuites se sont engouffrés dans ce mouvement pour pouvoir offrir à la Chine une chronologie. Vous savez que la Chine a été éduquée par les jésuites. L'ouverture au monde de la Chine est jésuite. Bien. Et évidemment, les Russes, eux, essaient par concurrence avec la Chine, bien sûr, c'est une concurrence amicale, mais une concurrence tout de même, de montrer que cette haute antiquité chinoise n'est que des événements, ne sont que des événements récents qui sont répertoriés. Je m'explique sur événements récents. Quand ces écoles veulent, elles ne sont pas toutes d'accord, mais quand elles veulent, par exemple, mettre en cause l'Antiquité classique, elles disent que l'Antiquité classique, c'est en réalité une Antiquité qui existe, mais qui est plus proche de nous. Par exemple, que Athènes, c'est pas autre chose que le duché d'Athènes au XIVe siècle. Que la guerre de Troie, c'est la même chose que l'expédition des croisades. Par exemple, avec la prise de Constantinople, qui serait la vraie Troie, et pas celle de Schliemann. Voyez-vous, c'est très important, ceci. Et bien sûr, ceci met en cause, mais enfin, tous ne sont pas d'accord, ça met en cause les croisades, ça met en cause, évidemment, il n'y aurait pas eu de croisade contre les musulmans, voyez-vous, mais il y aurait eu des guerres intestines entre populations chrétiennes, grecques, auxquelles les musulmans auraient participé. Par exemple, Salah ad-Din, le chef kurde, serait ce serait des querelles à l'intérieur du même empire. Remarquez, vous allez me dire, tout ça c'est bien surprenant. Écoutez, moi j'ai toujours été surpris quand même de savoir quand les soi-disant croisés sont partis en croisade, le premier geste qu'ils ont eu, c'est pas de foncer sur Jérusalem, c'est de foncer sur Constantinople pour détruire Constantinople. Je sais pas, imaginez que, quand même, une guerre se fixe un objectif, vous voyez. Bon. Et il y a eu le sac de Constantinople. Et on pensait à ce moment-là, mais ça c'est la thèse russe, que cet empire de Constantinople,
qui serait la vraie Rome. Voyons. Je ne dis pas le sud parce que, bon, d'où le terme de Rome, est-ce que le Rome est en liaison avec le Raum ou Rum, bon, enfin, qui signifie la place, ou le Rome, comme on a en Iran. Mais je le pense aussi, mais enfin, c'est autre chose. Je crois que l'existence de cet empire, dans l'école de Fomenko en tout cas, qu'il appelle la Horde d'Or, et ce qu'on appelle aussi la Grande Tartarie, lui fait disparaître, ça lui permet de faire disparaître, ni par manque de preuves, hein, toute présence de l'autorité mongole. Par exemple, vous savez, quand je suis en Iran, par exemple, on me parle toujours les Mongols ont fait ceci, ou à Bagdad, les Mongols ont détruit cela. En réalité, on pense que ce ne sont pas des Mongols de la Mongolie. On ne voit pas pourquoi la Mongolie, tout d'un coup, serait devenue un État international, voyez-vous, et ensuite reviendrait, comme par enchantement, comme on voit une saison céder à l'autre, seraient revenus avec leurs chevaux, n'est-ce pas, soit la Mongolie extérieure, soit la Mongolie intérieure. Ça ne tient pas beaucoup. Le mot de mongol, d'ailleurs, est expliqué différemment, bon, ça c'est vrai, mais ce que dit l'école me semble intéressant par le fait de déplacer l'Antiquité. Parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait, et ça c'est mon point de vue, mais ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse quand même qui est une objection, qu'il y ait une très grande civilisation qu'on appelle gréco-romaine, égyptienne, à un certain moment, et que tout d'un coup, on nous apprend, bien sûr, je ne dis pas le Moyen-Âge obscur, comme disent les maçons, bon, bien sûr, mais enfin, disons qu'on pédale pendant à peu près 13 siècles ou 14 siècles avant d'avoir une renaissance. Bon, évidemment, si on reste 15 siècles comme ça, bon, ben, on aura les socialistes pendant 15 siècles. Non, je plaisante. C'est même très mal. Mais je veux dire que c'est quand même un peu délicat. Et dans cette perspective, disons, il y a une tendance quand même, alors, qui est très grave. Enfin, très grave, pas pour tout le monde, évidemment. Qui est très grave, c'est que toutes les antiquités, antiquités judaïques, antiquités égyptiennes, etc., se trouvent biffés, parce que c'est-à-dire comme si c'est du récentisme, on ne peut pas leur accorder une très haute antiquité. L'école, j'ai traduit un article de nommé Illich, qui a une revue qui s'appelle Les Sauts du Temps, comment ça s'appelle, Zeitensprung, bon, c'était l'article d'un Israélien qui était archéologue, qui disait qu'évidemment qu'il n'y a rien. Il est certain que si vous fouillez Jérusalem, vous ne trouverez jamais le temple de Salomon. Hein. Enfin, vous pouvez y aller, si vous voulez. Vous pouvez amener Jacques Lang, là-bas, il cherchera, il ne trouvera pas. Ils veulent détruire la mosquée d'Omar, sous prétexte de trouver, ils ne trouveront jamais. Et ainsi de suite. Et beaucoup de toutes ces figures qu'on trouve dans la Bible, tout ça ne sont pas sur le sol palestinien. On ne trouve pas Jéricho, on ne trouve pas... bon, on trouve d'autres choses. Et alors, évidemment, l'optique des religieux orthodoxes russes qui sont derrière, c'est de dire que Jérusalem, la ville de Jérusalem, que ce soit traduit en Iran, on me dit que c'est Ur-Shalaim, c'est-à-dire la paix primitive, ou sinon d'ailleurs que c'est le Ur germanique. Bon, ça serait Constantinople. Bon, je veux bien que le temple de Salomon serait Sainte-Sophie. C'est possible. Bon. Ils vont même jusqu'à dire qu'un Christ aurait été crucifié, etc., à l'allée d'Issa, l'allée de Jésus. Bon. Ça, écoutez, je ne peux pas dire le contraire, enfin je ne peux pas dire ni oui ni non. Mais il est certain que cette perspective récentiste jette un coin. Ouvre, si vous voulez, quelque chose. Nous étions habitués à dire, il y a des civilisations qui disparaissent, alors qu'en fait une civilisation est continue jusqu'à son anéantissement. Elle ne dort pas une civilisation, elle existe ou elle s'anéantit. Mais plus fort que cela, je dirais que on nous parle par exemple de l'invasion arabe. Bon, l'Afrique du Nord envahie par les Arabes, bien, qui vont jusqu'en Andalousie. Bon, Le Pen irait jusqu'à Poitiers, mais moi je dis jusqu'en Andalousie. Bon, enfin, mettons. Bien. Bon, je ne vous dirai pas que moi, je ne crois pas du tout à la bataille de Poitiers, il y en a beaucoup qui n'y croient pas non plus. Bon, c'est une bataille qui elle-même, qui n'a été fixée, enfin on ne trouve rien dire sur le champ de bataille, enfin bon, c'est quand même effrayant, ça, mais enfin elle existe, mettons qu'elle existe. Mais il est certain qu'on sait maintenant que l'Espagne, par exemple, n'a pas été envahie, que l'Espagne s'est convertie, puisqu'on a quand même l'idée du catholicisme arien, Darius, vous savez, qui avait les mêmes idées que les musulmans sur le fait que Jésus était un prophète, n'était pas Dieu, etc. Bien, il y avait ça. La cathédrale de Cordoue, on voit que c'est une cathédrale arienne. Les cathédrales ariennes, vous avez des piliers, vous savez, pour que les gens puissent prier individuellement.
Et dans la cathédrale catholique, vous avez les pièces espacées pour qu'il y ait le corps des gens. Donc là. Mais enfin, ce qui c'est quand même plus vraisemblable, c'est que nous ayons eu une prise du pouvoir dans l'Empire, c'est-à-dire, c'est ce que disent les Russes en tout cas, à Constantinople, et que cette prise du pouvoir soit sur un empire, s'étale sur un empire qui allait, non seulement qu'on dit jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au Maroc, mais même jusqu'au début de l'Afrique, du Sénégal, Mauritanie, etc., et au Sénégal. Et donc nous aurions eu un changement de pouvoir. Bon, vous allez me dire, c'est plus agréable de croire que des cavaliers arrivent à faire en quelques heures, ou en quelques jours, en quelques mois, bon, ce que par la suite leurs propres États ne pourront pas arriver à faire au cours des siècles. C'est possible, mais on peut avoir un doute, si vous voulez. Et il semble que, ceci je voudrais vous le dire publiquement, que ce qu'on appelle la prise de Constantinople, dont on dit qu'elle a déclenché la Renaissance, en réalité serait une prise du pouvoir par des musulmans à Constantinople, mais comme un parti avec les autres, parce que quand les musulmans ont pris le pouvoir à Constantinople, je dis ça comme un béaba, ils n'ont pas expulsé les patriarches de Constantinople. Mais ce pouvoir de Constantinople avait lui-même la haute main sur la Grèce, sur la Macédoine. C'est pour ça qu'on dit, en général, quand on étudie sérieusement, on dit les Grecs n'ont pas été envahis par les Turcs, mais les Grecs ont demandé l'assistance des Turcs, parce que c'était un parti qui demandait l'assistance d'un autre. Est-ce que vous voyez la différence? Un peu ce qui modifie un peu le caractère d'hostilité, voyez-vous? Et alors, bien sûr, les Russes, eux, parlent pour leur patrie, évidemment, pour leur pays. Bon, ils parlent de la Grande Horde, etc., de la Grande Tartarie. Ils disent que celle-ci a été éliminée par la bataille de Pougatchev, ensuite en 1776. Et il se trouve que cette date de 76, c'est celle de la formation des États-Unis, lorsque les États-Unis ont atteint les traces de cet empire russe, vous savez, qui était la Californie. La Californie a été atteinte à ce moment-là. Jusqu'avant 1976, on n'a pas de carte nette de la Californie, vous savez. On a des cartes imprécises. Par exemple, on ne met pas une presqu'île devant San Francisco, voyez-vous. Des choses comme ça. Et ce n'est daté qu'ainsi. Alors, comment vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme réflexion générale? La réflexion générale, c'est que toute histoire est écrite avec le pouvoir. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas il n'y a pas, si vous voulez, chers amis de Marseille, il n'y a pas, on parle de sciences humaines. Il n'y a pas de sciences humaines. Il y a une science mathématique et physique parce qu'elle obéit à des règles déterminées. Mais les sciences humaines, il y a une psychologie mathématique, bien sûr. Mais les sciences humaines, c'est en réalité un rapport entre plusieurs hommes. La politique, par exemple, est une science humaine parce qu'elle est un rapport. L'éducation est une science humaine, c'est un rapport, si je puis dire, d'un homme à d'autres hommes. Mais elle ne peut pas être, si je puis dire, objectivée. On peut faire croire qu'elle est objectivée, si on vous dit, ce que je vous dis tout à fait objectif, dans la mesure où je vous demande d'y croire sans aucune résistance, voyez-vous. À ce moment-là, j'impose ce que je suis, ce que je veux. Est-ce que véritablement, Rome, alors ça, vous avez une autre tendance en Allemagne des années 30, avec Kammeyer, etc., qui a insisté sur l'origine du christianisme, et qui a dit, c'est très facile à prouver, que, évidemment, tous les textes que nous avons jusqu'au 8e siècle sont incertains. Ben oui, ils sont vraiment très incertains, et même se contredisent. Donc on a de textes valables qu'à partir du 8e, je parle de la chronologie actuelle, la chronologie de Scaliger, on a des textes qu'à partir du 8e, 9e siècle. Bon, soit. Mais les thèses de Scaliger vont très loin. Dans la défense de l'Allemagne contre, il a dit que Rome avait été fondée, c'est lui qui a dit ça, et il l'a dit de façon paradoxale, ce n'est pas repris en main par les récentistes, mais disons que Rome aurait donc la Rome que vous connaissez, la Rome de Mario Monti, enfin la Rome du ministre, la Rome de Berlusconi, la Rome actuelle. Cette Rome-là serait récente, que les monuments que nous y voyons sont des monuments récents, et donc succéderaient à Constantinople. Évidemment, ce qui, pour le patriotisme russe, comme vous le savez, évidemment, est excellent, puisque pour eux, ils estiment que, vous savez que la notion de Rome a été appliquée à Moscou, a été appliquée à d'autres lieux sacrés, et appliquée, vous savez, à la première Rome, ils l'appellent Constantinople. La deuxième Rome, ils l'appellent Moscou. Le deuxième, c'est la Rome actuelle. La troisième, c'est Moscou. Et donc, Kammeyer avait dit à l'époque, il est mort ensuite en 52, dans des conditions assez difficiles dans l'occupation russe, qu'on ne trouvait au début du XIIIe siècle qu'un mince village à Rome.
voyez-vous. Donc, Rome aurait été fondée, comme on le dit dans la chronique de Troie, par Énée, fuyant la guerre de Troie pour aller en Italie, sauf que ça ne se passe pas, disons, avant Jésus-Christ, ça se passe à l'époque moderne. Alors, c'est-à-dire que ce n'est qu'une question, si vous voulez, de chronologie, voyez-vous. Évidemment, ça a peu d'influence de savoir si l'Évangile est écrit, parce qu'on est allé jusqu'à dire que l'Évangile a été écrit, bon, les Russes ont fait même des études, c'était Fomenko a fait des études sur les descriptions des astres, qui sont des alignements d'astres, des éclipses, tout ça qui sont dans l'Apocalypse. Bon, évidemment, il dit des choses qui sont absolument irrecevables par l'esprit occidental. Je ne suis pas occidental, mais dans l'esprit occidental, à savoir que nous aurions, les évangiles auraient été écrits, ce que disait le père Ardouin d'ailleurs. On ne le dit chez nous que pour le Saint-Marc, aurait été écrit en latin. Moi, quand je vais par exemple à la bibliothèque des Dominicains à Toulouse, je passe par plusieurs sas, des sas. Oui. Apprenez l'hébreu, oui. Bon, premier sas, je passe. Bon, apprenez ceci, bien. Et vous, qu'est-ce que vous savez? Moi, je connais que le latin. Vous avez un peu d'allemand, oui. Donnez-moi la charité. Mais il faut dire que quelqu'un qui fait des études maintenant de prêtre, hein, il y en a quelques-uns quand même, un peu psychologique. Ils font des études d'hébreu. Bon. Moi, je voyais une voisine l'autre jour, elle dit, qu'est-ce que vous lisez? Elle me dit, je lis quelque chose. C'est dommage que je ne connaisse pas l'hébreu. Je lui dis, apprenez le latin. C'est écrit en latin. On le sait pour Saint-Marc, hein, que c'est écrit en latin. Et alors Ardouin disait que le premier, que Jésus même, prêchait en latin, et non pas en araméen. Bon, vous allez me dire, tout ça c'est des hurluberlus. Oui, mais enfin, ce sont quand même des gens qui ont... on n'est pas, si je puis dire, on n'a pas de certitude absolue. On n'a pas de certitude absolue quand même, écoutez, de l'existence de Jésus sous Auguste. Bah, écoutez, ou mort sous Tibère. C'est une affaire de foi. Et on peut très bien, disons, avoir une vie tout à fait sainte et croire en l'enseignement de Jésus sans avoir aucune idée, ni s'il a vécu d'un côté ou s'il a vécu de l'autre. C'est là-dessus que je terminerai d'ailleurs. C'est par Hegel en Allemagne, vous savez. Le brave Hegel disait, c'est en 1831, on vous dira, vous savez, dans le commentaire de Saint Jean, il dira, écoutez, Jésus n'est pas ici, il n'est pas là, il est dans l'esprit, il est à l'intérieur. Et il trouvait même extraordinaire, et ça c'est un peu le ressentiment, c'est qu'il disait, quand vous le savez, ceci vous l'avez appris, enfin à l'époque on l'apprenait, à l'époque avant la Révolution, quoi, enfin avant 68, que les croisés étaient allés sur le tombeau du Christ, hein, enfin imaginons à Jérusalem, peut-être à Constantinople, mais à Jérusalem, et qu'ils l'avaient trouvé vide, hein, il n'y avait plus rien. Et qu'à ce moment-là, c'est très allemand et très romantique, ils avaient décidé de l'intérioriser. Il dit, le tombeau est vide parce qu'il n'est pas dans le tombeau, il est dans le cœur. Enfin, vous voyez, ça c'est, quand vous faites ça, vous faites un peu de musique, enfin, vous allez chez Merkel, elle voulait faire musique, vous voyez. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Bon, alors, vous pouvez me poser des questions, évidemment. Vous pouvez aussi, enfin, c'est pas m'enfermer, mais enfin, je vais me poser des questions. Et je vais vous dire que je trouve que l'avantage du mouvement récentiste, je dis l'avantage, c'est simplement de remettre en cause, disons, des vérités que l'on croit établies, mais qui ne sont pas du tout établies. C'est-à-dire établies ni par le carbone 14, alors évidemment, on n'en parlait pas de ça, ni la dendrologie. Bon, ça, c'est... bon, les résultats sont tellement aberrants que c'est même pas la peine de dire. Mais nous avons, nous-mêmes, à l'intérieur de notre propre histoire, aussi, des mouvements qui sont, dont on peut douter. Je ne parle pas de l'histoire du révisionnisme. L'histoire du révisionnisme, c'est un point déterminé, voyez. Mais par exemple, je ne sais pas moi, vous n'allez pas discuter pour savoir si Jeanne d'Arc a gazé des gens. Enfin, je ne sais pas si je suis un peu... Vous pouvez discuter quand même de savoir si elle a existé, si elle a véritablement été brûlée à Orléans. Ceci a été dit, même dans Shakespeare, on voit cette notion. Est-ce qu'elle a vraiment été à Rouen? Est-ce qu'elle a vraiment été ainsi, voyez-vous? Alors, on dit souvent... le drame je termine là-dessus, le drame actuel, c'est que nous sommes peu cultivés. Voyez-vous, les erreurs que certains peuvent commettre, comme le père Ardouin et autres, on dit c'est l'hypercritique, ils critiquent trop. Mais nous admettons les choses, parce qu'en réalité, nous avons de moins en moins de connaissances. Alors on dit, si vous m'enlevez ceci, bien j'ai plus rien, vous comprenez? Voyez. Et c'est pour ça que l'histoire passée sera admise. Personne ne doute de l'existence des Gaulois aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous assurer que vraiment, très peu y croient. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, on trouve des objets qu'on assigne à. Mais si vous dites à quelqu'un, à votre inspecteur général, même au type des impôts, je ne crois pas en Vercingétorix, il vous fait enfermer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dois dire, mes chartistes, par exemple, n'y croient plus. Voyez-vous? Mais le peuple lui-même, je dois dire que ce n'est pas qu'ils doivent apprendre. Mais il faut qu'ils sachent que l'histoire, c'est du scepticisme, c'est de la recherche. Quelque chose qui peut être vrai, peut être moins vrai ou plus vrai.
mais que la morale ou la dogmatique, la conscience morale, elle est dogmatique. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On veut que l'histoire soit dogmatique et que la conscience morale soit, on est en recherche, vous voyez ce que je veux dire. La conscience morale est très lâche, mais le scepticisme historique, lui, on considère que c'est une fantaisie. Voyez-vous? C'est cela qu'il faut voir. On peut par exemple dire, on peut très bien imaginer un magicien qui vous dise, écoutez, tout ce qu'on vous raconte, c'est faux, il n'existe rien. Vous avez quand même la conscience, si vous voulez. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous mettez votre conscience à l'extérieur, dans le pot de fleurs qui est devant la fenêtre, et qu'on vous enlève le pot de fleurs, qu'est-ce que vous allez dire? Là, vous allez dire, où est le pot de fleurs? Je ne suis plus rien. Est-ce que vous voyez? Alors, je ne dis pas que tout ce qu'on nous raconte, c'est des pots de fleurs, mais quand même, il y a, disons, il faut dire qu'il y a quand même des mouvements, bon, c'est un mouvement, le ressenti n'est pas une, deux ou trois personnes. Vous avez plusieurs mouvements, et dans le nationalisme allemand, par exemple, actuel, c'est très important dans la jeunesse, parce que tout ce qui était centré sur l'humanisme autour de l'Église catholique, vous voyez, l'humanisme comment vous dire, perd de sa réalité historique, voyez-vous. Ça, c'est très important. Il y a aussi, bien sûr, dans le ressentisme, une réaction, quand même, contre... Alors, évidemment, je ne vous ai pas dit le plus fort, c'est que, je termine encore là-dessus, c'est que l'écriture de la Bible, tout ça, évidemment, bon, est considérée comme très récente. Alors, je vous donne un exemple toulousain, excusez de dire un exemple toulousain sur la Bible. Vous avez dans le livre des rois, par exemple, 9e livre des rois, 9. L'histoire d'un homme qui se présente devant une ville, et comme on voit dans la Bible, vous savez, vous connaissez le film, quoi, c'est-à-dire qu'on massacre tout le monde, etc. Bon. Alors, il décide de mettre le feu aux hérétiques, de les brûler. Et puis il décide de partir à l'assaut de la ville de Thébès. Et quand il arrive à l'assaut de la ville, une femme se lève et lui fiche un coup sur la tête, il tombe mort frappé d'une pierre. Mais ça, c'est exactement le siège de Toulouse, par Simon de Montfort, au XIIIe siècle. Oui. Bon. Alors vous allez me dire de deux choses l'une, mais je vous laisse libre. Ou bien la Bible a imité Simon de Montfort, ou c'est Simon de Montfort qui a imité la Bible. Mais c'est quand même, vous voyez, ça c'est un exemple pris par les Russes. Vous avez d'autres exemples. Vous avez également, dans leur chronologie, je ne vais pas essayer encore parler plus longtemps, les modèles mathématiques qu'ils emploient, c'est des modèles mathématiques qui tentent de retrouver les mêmes écarts entre personnes, règnes et biographie, voyez-vous, d'âge en âge. C'est pour ça qu'ils peuvent, par exemple, dire que la première partie de l'histoire romaine se retrouve dans la deuxième, dans la troisième, voyez-vous. De même que vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, la vie de Jésus, par exemple, la vie de Saint Basile le Grand, vous trouvez les mêmes distances. Vous avez, si je puis dire, une sorte de ressemblance analogique, voyez-vous. Et alors, ceci se fait avec des modèles mathématiques, évidemment. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'un nationalisme russe? Oui, bien sûr, évidemment, il y a un nationalisme qui s'est exprimé ainsi. Est-ce que, par exemple, Gengis Khan est réhabilité, non pas comme un Mongol, mais comme on lui assigne même le rôle de Saint-Georges, voyez-vous? Voyez. Alors, ceci, évidemment, nous surprend. Bon, nous surprendra peut-être moins maintenant parce qu'on a peu de connaissances et de curiosité. Mais il y a quand même un nationalisme réel en Russie, c'est vrai, qui est basé, qui est fondé sur cette école de Fomenko. Bon, le reste, évidemment, chacun l'a pris à sa manière. Vous avez Heinsohn en Allemagne, le fils du sous-marinier, Heinsohn, qui est très anti-Bible quand il écrit. Et ensuite, quand il n'écrit pas, il va en Israël se faire photographier en disant « je suis coupable de », etc. Enfin, il est comme ça, Heinsohn. Et Heinsohn a écrit, donc c'est lui qui a écrit même contre la civilisation de Sumer, en disant que la civilisation de Sumer était en réalité une sorte d'imitation de la civilisation iranienne, voyez-vous. Alors ceci a un certain succès en Iran. Par exemple, un homme comme la ville de Bagdad, par exemple. Moi, j'ai toujours pensé que la ville de Bagdad est une ville arabe. Ben oui, enfin, vous le pensez. Alors, la ville de Bagdad, bon, c'est Bag, évidemment, c'est ce que me disent les Iraniens. Les Iraniens le voient différemment. Ils disent c'est un nom qui signifie un don de Dieu. Bon, voilà, si vous dites ça, don de Dieu, bon, si vous dites ça en russe, il entend Bag, Bog, évidemment. Et Dad, c'est Tat, en allemand Tat, l'action. Et qu'alors, on dit, par exemple, quand on étudie l'histoire de Bagdad, par exemple, je ne parle pas des Sumériens, mais l'histoire de Bagdad, on voit, par exemple, on dit, mais les ministres étaient mongols, les ministres étaient persans, le calife n'occupait qu'un poste secondaire.
Ben, ça signifie simplement, pour les Russes, hein, c'est pas moi, je ne suis pas Poutine non plus, hein. Pour les Russes, ça signifie que nous avons affaire à une administration, justement, qui est une administration impériale. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais par la suite, ces États qui se seraient séparés auraient inventé une histoire. C'est un peu comme la bourgeoisie en 89. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a coupé la tête à quelques nobles? Elle s'est refait une aristocratie, si je puis dire, voyez-vous? Je n'ose pas dire, écoutez, je l'aime bien parce que je l'ai connu, je l'ai vu, j'ai vu son père. Hein. Son père était un homme bien. Non, mais attendez, je vais vous dire qui. C'était Giscard d'Estaing. Le père de Giscard était pas mal. Je l'ai connu à l'Institut. Bon, ben Giscard d'Estaing, le titre est faux. Le titre est faux. Bon. Le titre n'est pas vrai. Il n'appartient pas au destin, à l'amiral d'Estaing. Mais disons qu'il a voulu avoir une sorte de... Et les États eux-mêmes, voyez-vous, ont eu ainsi ce destin. Bon, les Russes prétendent que l'Europe occidentale était partagée, que des villes comme Florence, etc., étaient bien plus importantes que le village romain, évidemment, que la ville de Rome. Et que c'était elle qui était spécialisée, etc. Bon, et qu'il y a eu, à la Renaissance, disons, une séparation, une dislocation de cet empire, et que nous ne pouvons pas savoir, au-delà de ce qu'on appelle le XIIIe, XIIe siècle, exactement ce qui s'est produit.